Chers internautes, bonjour. Celui que nous recevons aujourd'hui dans le pic du sport a été l'un des défendeurs du drapeau du Burkina Faso dans les stades du football africain. Ancien capitaine de l'étoile finale de Ouagadougou, il faisait partie, ou du moins il a fait partie du groupe des étalons qui a disputé la CAN 2000 avant et la CAN 2002 au Mali. Et aujourd'hui, Madou Dossama, puisque c'est de lui qu'il s'agit, occupe le poste de directeur de société d'une agence de communication appelée Agence Akiliso et aussi président de l'association des anciens footballeurs du Burkina Faso. Monsieur Dossama, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Aubin, bonjour à tous les internautes. Merci pour l'intérêt, merci pour l'invitation. Alors, avec vous, nous allons parler un peu de votre brillante carrière et votre vie après carrière footballistique et brosser un peu la politique nationale de notre football. Alors, sans plus tarder, dites-nous quels souvenirs vous gardez de votre passage à l'EFO et à l'équipe nationale. Brillante carrière, je ne sais pas. En tout cas, j'ai une carrière assez bien remplie parce que j'ai vécu à fond tout ce que j'ai eu à vivre sur les terrains du football. Oui. À l'EFO et aussi à l'équipe nationale. Je fais partie de la vieille école, des enfants qui ont appris à jouer dans les rues. Aujourd'hui, je vois que les enfants sont encadrés, ils ont la chance d'aller dans les écoles de football. À mon époque, ce n'était pas forcément le cas. Donc c'est venu naturellement, on tapait dans des ballons en chiffon avant d'être récupéré dans le quartier. Oui. Le quartier de l'EFO, c'était d'Apoya, Paspanga. Oui, c'est ça. Et c'est naturellement que je me suis retrouvé là-bas. Mais avant ça, on a été encadré par M. Amado Kérégué. Et avec l'équipe des armes du Bota, ABT. Donc c'était un groupe de copains joyeux et on était appelés à monter ensemble. Donc j'ai fait l'équipe cadette des ABT, l'équipe junior, avant d'être junior de l'EFO. Et c'est quand on était maintenant à une entrée, à un pas de monter en première division avec l'EFO qu'on a été touché par un drame. Donc je rends hommage ici à mes 4 amis disparus dans le barrage de Lumbila le 10 septembre 1992. Et ça a changé fondamentalement toute la vie de ce groupe. On était une vingtaine, 25 personnes qui avaient en tout cas le potentiel de pouvoir monter ensemble. Mais après, il y a peut-être 4 ou 5 qui ont commencé. Voilà, Yabré Gira, Diallo Amadou, Abba, Drabo, je vais oublier encore des noms, Sidou Ouattara. Donc, ça a considérablement diminué. Donc, on n'avait plus la même puissance pour monter à l'EFO. Mais on est monté quand même. Et certains ont pu s'imposer. Moi, j'ai eu la chance. Que mon premier match, vraiment, où j'ai eu de la visibilité, c'était un match amical, EFO à sec de Philippe Troussier, en décembre 1992, je me rappelle encore. Et la SEC était en route pour jouer son match retour de quart de finale de coupe des vainqueurs de Coupe, je crois. En tout cas, ils étaient en partance pour le Nigeria. Et on a servi de sparring partner. Ce jour, il y avait de grands noms. Moi, je ne connaissais pas forcément. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais naïf déjà. Si j'avais eu le temps de préparer ce match, peut-être que j'allais passer à côté. C'était mon premier match. Je me disais que tu dois jouer contre Abdoulaye Traoré Ben Badi, à l'époque le Mouton d'Or, Djibo Bratailleur, Ishaya Jatao, il y avait le Libérien James, c'est pas James Deba, mais un Libérien qui était là, j'ai oublié son nom. Donc, c'était l'armada en fait. Il fallait que Lasco Faustin, j'avais entendu ces noms-là et on les a battus ici. Et ce jour, je pense que j'ai tiré mon épingle du jeu parce que ce jour-là, Ben Badi, il n'a pas pu faire quelque chose. L'anecdote même qui m'a rappelé, en 2016, il y a eu la nuit de football africain ici. Il était là et je l'ai attaqué encore et j'étais en train de dire à son dos, et dans son dos, j'ai dit, Koro, là c'est là comme il y a une vingtaine d'années, moi tu as joué mais tu n'as pas marqué, donc aujourd'hui tu ne vas pas marquer. Il riait. Donc je pense que tout est parti de là. Donc une bonne visibilité, un bon match et les gens ont commencé à parler. Et j'ai eu la chance après d'intégrer l'équipe de saboteurs. Je faisais partie des commandos d'Abidjan en 1995. Même si je n'étais pas titulaire, mais j'ai fait un peu les pas avec Idrissa Traoré Malo, à qui j'ai dit merci. C'est mon papa aussi qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière et dans ma vie d'homme que je mène aujourd'hui. Et l'aventure a commencé en équipe nationale et à l'EFO. J'ai fait une année à l'EFO, je ne jouais pas beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, je suis très ambitieux, les gens vous le diront, je n'ai pas forcément besoin de bavarder, mais je pose des actes après qui montrent que je vais évoluer. Je suis venu trouver des gens, donc je ne jouais pas. Et l'ASFA est venu me proposer de m'amener à l'ASFA. C'était une folie à l'époque, mais je l'ai fait. Saison 94-95, je pense, je suis allé à l'ASFA.
D'accord. C'est quand je suis allé à l'ASFA, en fait, que je me suis rendu compte que l'Étoile filante avait beaucoup plus de supporters que je ne pensais. Ah, d'accord. Parce que même les petits pousseurs de barriques m'insultaient. Ça, c'était la première difficulté. Je me suis mis tous les supporters sur mon dos. Et j'ai eu beaucoup de difficultés aussi sur le plan physique. Et les blessures se sont enchaînées. Les gens ont raconté tout ce qu'ils voulaient. Mais moi, en tout cas, je n'étais pas à l'aise. Et c'était en son temps le Golden Boy, entraîneur ghanéen, ex-footballeur ghanéen, Abdou Razak, le Golden Boy qui était entraîneur. Et tenez-vous bien, l'ASFA a failli descendre en deuxième division. C'est pour vous dire que c'était une année galère. Donc, saison 94-95, les principaux dirigeants de l'EFO n'ont pas digéré le fait que je sois parti. Ils sont revenus me chercher encore. Oh. Donc, j'ai fait un aller-retour rapide avec le président actuel de la Ligue nationale de football, M. Théophile Ouédraogo, à qui j'ai dit aussi merci. Ils font partie des gens qui nous ont beaucoup accompagnés. Merci Théophile. Donc, je suis revenu à l'EFO, 94-95. Et je pense que je suis resté à l'EFO jusque dans les années 2006-2008, je pense. D'accord. Et les Coupes d'Afrique, 96, j'y étais, avec Saboteur, à Bloemfontein. On était basé à Bloemfontein, mais avant la CAN, on a fait un stage au Botswana, à Gaborone, dans des conditions où l'équipe s'est préparée pendant un mois. Et je faisais partie des 26 et j'ai été un recalé en fait. Quand il a donné la 10 des 22, j'étais avec Magan Diabaté et Corbego qui n'avons pas été retenus. Mais il nous a envoyés, on a fait le ça, on était plus jeunes. Ça nous a beaucoup préparé pour la suite. L'équipe a joué contre la Sierra Leone, la Zambie, on a fait 2 défaites. Et lui-même, il a été limogé avant le 3e match. Et on a repris, nous on n'est pas allé à Pretoria. Hein. Khalid Zagrepé à son âme, c'est lui qui a conduit l'équipe à Pretoria pour le 3e match. Et nous, on est revenu avec Saboteur. Les 3 recalés là, avec Saboteur dans les mêmes avions, c'était Air Afrique en son temps, au Burkina. Bref, après, il y a eu la CAN 2000 avec, je pense, le Belge, René Talman, père à son âme aussi, avec qui j'ai découvert d'autres choses parce que j'ai participé un peu à la transition du football sur le plan tactique, surtout en défense. Moi, j'étais super, agressif, teigneux. Je marquais à la culotte. On est arrivé à un moment où il fallait faire le marquage de zone, défenseur central gauche, défenseur central droit, couverture alternée. C'était pas évident. Oui. Dans les années 98-2000, je pense que Troussier est venu avec tout ça. Moi, c'était la galère. À la CAN 2000, je n'ai pas joué le premier match. On a perdu contre le Sénégal. Et le 2e et le 3e match, j'ai joué contre l'Égypte, la Zambie et l'Égypte. C'était encore difficile parce que c'était de l'apprentissage. Et la CAN 2002, je n'ai pas joué à mon poste, j'ai joué en milieu défensif parce que j'ai été un peu avancé avec Smaïla Tassambelo, avec Piori Obonga, qui j'ai dit aussi merci pour tout ce qu'il a eu à nous apporter, et Jacques Yameko, père à son âme. Voilà, donc la CAN 2002, on a fini cette CAN-là vraiment dans des conditions pénibles aussi. Après ça, j'ai décidé d'arrêter parce que, bon, j'ai dit si je n'avais pas eu tout ce que je devais avoir en termes de victoire, en termes de gains et tout, je pense que je ne vais plus l'avoir. Surtout le dernier match contre le Ghana. On a mené le Ghana 1-0. Il restait 3 ou 4 minutes sans les arrêts de jeu. Le Ghana nous a égalisé, le Ghana nous a battus. Donc ça m'a dépité, ça m'a dégoûté. J'ai dit bon, c'est dans ma tête, j'ai dit c'était fini quoi. Et j'ai enchaîné avec l'EFO jusqu'en 2004. Et en 2004, j'ai arrêté ma carrière. Pendant que plusieurs supporters, parce que j'étais beaucoup apprécié dans mon équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou, juste à cause de l'engagement et tout, les supporters, beaucoup de personnes ont dit mais pourquoi tu arrêtes, il faut continuer. Je les ai dit, je suis content que vous vouliez toujours que je continue, ça veut dire que vous pensez que je peux le faire. Mais c'est mieux que je parte maintenant avant que vous ne me chassez, parce que je comprends un peu Moré maintenant, je ne vais pas entendre de Sama s'aimer. Sama est fini, non? Oui, oui. Donc je ne voulais pas entendre ça beaucoup, j'ai dit c'est bon. Et c'est naturellement en 2004-2005 que j'ai intégré le staff. Et le président Zico, avec qui j'ai eu à faire la campagne de la CAN 96, on était de la campagne d'Abidjan et tout, était devenu président. Et il m'a proposé de rester dans l'encadrement. Donc j'ai appris auprès de Lama Bamba, à qui j'ai dit aussi bonjour, s'il m'entend, une personne spéciale qui a beaucoup appris avec lui. Et Ousmane Comporé Dilato,
Voilà. En termes de rigueur, Lato, je n'ai pas encore croisé. Après, saboteur. Donc, je leur ai dit merci, je leur ai fait un coucou. Oui, oui. Et 2006, 2007, et ils sont partis maintenant. Je suis devenu entraîneur assistant de Diabaté. Je pense que c'est Seydou Diabaté, nigérien, à qui j'ai dit aussi bonjour et merci, qui est reparti au Niger. Et Ibrahim Diarra comme assistant aussi, qui se chargeait des entraîneurs et du plan physique. Et on a été champion et on a remporté la Coupe du Faso en 2008. Voilà. Il faut que on rappelle les gens, il ne faut pas que les gens oublient. Oui, un doublé. Un doublé. Oui, je pense que c'est le dernier doublé de l'EFO, si je ne me trompe pas. Oui, 2008. Et après ça, je me suis exilé. Je suis parti à Lomé avec toute ma famille. Voilà un peu mon parcours footballistique. Je ne sais pas si c'est brillant, les internautes vont se faire une idée, mais ça m'a forgé, ça fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. D'accord. Alors, après avoir rangé les crampons, si on peut dire ainsi, vous avez voulu attaquer, du moins intégrer la vie active. Et on peut dire que vous l'avez réussi parce qu'aujourd'hui, vous portez plusieurs casquettes, dont le directeur de société de cette agence. Alors, parlez-nous de cette vie après le terrain. Je pense que cette vie, je l'ai préparée avant, de façon consciente ou inconsciente. Ma copine, à l'époque, dans les années 97, elle a tout fait pour que je puisse commencer à travailler. Mais moi, je ne comprenais pas en fait. J'ai dit, mais je joue au football, pourquoi tu veux que je travaille? Elle me dit, non, tu peux faire les deux. D'accord. Je vais revenir sur ça. Ok. J'en parle parce que c'est les deux choses que j'ai menées. J'ai eu aussi la chance d'aller à l'école. Et une chance parce que le footballeur en son temps n'avait pas forcément besoin d'aller. Oui. Cette chance que papa soit là. Merci encore papa, il est toujours vivant, je lui rends hommage. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, papa et maman. Papa me dit, il faut que tu partes à l'école, il faut que tu aies au moins le bac. Je sais que tu joues bien, les gens ont commencé à dire, moi je ne sais pas, mais il faut que tu aies le bac. Je dis, ok, je vais le faire. Donc, jusqu'à troisième, première, ça allait. Mais quand j'ai commencé à jouer, quand l'argent a commencé à rentrer un peu, on néglige l'école. Imagine-toi que la première année, j'étais en terminale, quand j'ai commencé à être à l'équipe nationale, je n'ai pas passé le bac. Année blanche. Année blanche, ouais. D'accord. Papa dit, bon, ce n'est pas le deal qu'on s'est fixé. Si tu ne veux pas aller à l'école, tu ne vas pas jouer cette année. C'était un peu chaud, hein? C'était au temps de saboteur, je me rappelle encore. Donc on a pris l'engagement que j'allais travailler et tout. J'ai eu la chance encore, j'ai pu obtenir le bac. Donc c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de ne pas être forcément à la touche quand j'ai arrêté. Parce qu'après, dès que j'ai arrêté, naturellement, je suis allé vers le terrain. C'est la majeure, c'est le circuit un peu de tous les anciens footballeurs. J'ai fait le diplôme fédéral au niveau de la FBF, j'ai eu le diplôme. Bon, après derrière, si tu ne fais plus de foot, tu fais quoi? Donc, c'est là la question. L'exil à Lomé a fait que les choses m'ont obligé un peu de contrainte à lever, puisque personne ne me connaissait. Pour être entraîné là-bas, il fallait peut-être être dans le circuit. Je n'étais pas dans le circuit. Donc j'ai fait l'inscription en marketing et communication. Donc j'ai une formation dans ce domaine, niveau licence. Ça m'a permis d'ouvrir encore une palette par rapport à ma vie. Mais avant ça, je vais revenir maintenant à la carrière de footballeur et de travailleur. J'ai travaillé comme agent de sûreté à l'aéroport international de Ouagadougou, contrôleur documentaire, je fais du profiling. Donc je contrôlais les passeports, les visas et tout, avec une société de la place qui n'existe plus. J'ai travaillé pour des compagnies européennes. Donc j'avais pouvoir de décision avec mes collègues de pouvoir contrôler et après la police prenait le relais pour... En tout cas, on a travaillé en symbiose pendant un bout de temps. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'être en front-off avec les gens et de bien connaître l'être humain. Parce que derrière, je vais finir avec ça pour qu'on puisse continuer. Aujourd'hui, je suis coach de vie. J'ai fait du coaching de vie, coaching sportif, coaching aussi en développement personnel. C'est un peu à la mode actuellement. Et je l'ai appris par mon expérience sur le terrain, mais j'ai aussi appris à le faire en me formant. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de gens. C'est pour ça que le terrain, je l'ai quitté un peu. Au niveau du terrain, je suis manager. Je suis le directeur technique de l'Africa Academy à Lomé. Je suis aussi dans le coaching grâce à l'agence Aquiliso, qui fait de la com, la publicité par l'objet, imprimeur conseil, parce que je suis passé par ça aussi, juste après l'aéroport. Arrivé à Lomé, j'ai été responsable commercial de ma structure. Bref, ça m'a permis de toucher un peu à tout. Voilà, donc aujourd'hui, je n'ai pas quitté le terrain parce que j'entraîne l'équipe de la police nationale du Togo, à Spoto, en mes temps libres.
une équipe de 2e division. Et ça me permet de rester en contact avec le terrain. Voilà un peu ma vie d'après football. Mais elle est bien remplie. Je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas. Et ça me permet de mener d'autres activités pour pouvoir aider parce que je suis aussi beaucoup engagé dans le social. D'accord, formidable. Ok. À présent, nous allons parler de l'association dont vous êtes le président. Et il s'agit bien de l'association des anciens footballeurs du Burkina Faso, à l'abrégé ASAF-BF. Oui, si je peux. J'espère que je prononce. ASAF-BF, oui. Oui, c'est ça. Alors, l'association a vu le jour en avril 2018 et a lancé, disons, officiellement ses activités en septembre 2018. Alors, est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur les raisons et les objectifs qui vous ont motivé à créer cette association? D'accord. L'association des anciens footballeurs du Burkina, ASAF-BF, avait pour objectif, la première des choses, rassembler. Rassembler tous les anciens footballeurs sans distinction. Si tu as eu déjà une licence en première division, une licence en 2e division, si tu as joué, même si c'est un match, tu es ancien footballeur. Le deuxième objectif, c'était servir de passerelle entre l'ancienne et la nouvelle génération. Imagine, je débarque tout de suite à l'équipe nationale. Ils vont demander c'est qui? C'est qui? On ne le connaît pas. Il faut qu'il ait une histoire, il faut qu'il y ait une transmission de savoir. Vous pouvez regarder les 3 dernières finales de Coupe d'Afrique. Regardez dans les tribunes, Nigeria, Côte d'Ivoire. Vous allez voir des anciens. Oui. Ce n'est pas du hasard. Si vous ne respectez pas les anciens, ces jeunes-là, ils ne pourront rien faire. Il faut respecter, il faut les mettre à leur place. Donc aujourd'hui, l'ancien footballeur du Burkina est quoi? Je ne parle même pas des anciens internationaux. Hein. Ça, c'est notre débat. Il faut quoi? On ne les connaît même pas. Donc, nous, on a des choses à transmettre. M'approcher aujourd'hui, parler dans les oreilles d'un jeune, attention, sur ce match, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas apprendre tant que nous, on ne leur dit pas. Donc, il y a un devoir de mémoire à faire. C'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'était lutter pour le bien-être des anciens footballeurs. Aujourd'hui, j'ai un peu de la chance. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive à joindre les deux bouts. Parce qu'ils n'ont pas préparé leur retraite. Parce qu'ils n'ont pas peut-être eu le temps de le faire ou parce que c'est par méconnaissance ou par naïveté. Après, ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait qu'il faut les laisser tomber. Oui. Voilà. Je ne vais pas faire de liste, je ne vais pas. Mais si vous voulez, vous sortez, vous demandez juste, il y en a qui se sont cachés. Par dignité. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Je ne vais pas citer des noms, hein, mais vous savez, ce n'est pas la première fois que vous avez affaire à un ancien footballeur. Autour de vous, vous voyez, nous sommes en difficulté, les anciens footballeurs sont en difficulté, parce qu'il n'y a pas de statut, parce que rien n'a été fait. Ils vont continuer comme ça à mourir dans l'anonymat, ça va finir. Donc c'était aussi l'objectif. On a essayé, je vous dis, c'est un combat, on est souvent un genou au sol. Mais bon, comme l'objectif est noble, je sais que ça va marcher à un certain moment, on ne va pas abandonner. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'association. Ok. Bon, à vous attendre parler, on a l'impression que l'association ne se porte pas bien. L'association n'est pas comme ce que j'avais comme vision. Vous savez, tu peux avoir de l'enthousiasme, mais après, quand ça ne se passe pas comme tu veux, c'est de l'amertume en fait. Ça ne se passe pas comme je veux, c'est pas forcément ça. Mais ça ne marche pas comme une association normale doit marcher. Mais parce qu'il y a eu des difficultés, je vais en venir. Il y a eu des difficultés en termes d'objectifs à atteindre. Moi, je marche avec des objectifs, avec tout mon staff, avec tout le bureau exécutif. On a bien commencé avec une nuit où on a rendu hommage aux anciens, à ces gens qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui, la nuit des bâtisseurs, je pense. Il y avait une deuxième nuit qui était prévue, mais beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu la crise sanitaire, il y a eu les problèmes du terrorisme. Donc, du coup, ce n'est pas forcément... Notre chronogramme d'activité n'a pas suivi, c'est juste ça. Sinon, derrière, les idéaux sont toujours là, on a toujours la même vision. Et on a perdu en route aussi des personnes qui, peut-être, croyaient qu'il fallait venir pour s'enrichir. Il n'y a rien dedans. C'est servir, c'est le social. Oui. Donc, c'est ça qui fait que je suis un peu sur ma faim, mais je reste debout. On va se réinventer. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur la vie, cette question
des anciens, disons, des anciens joueurs qui peinent vraiment à mener cette seconde vie-là. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut être fait concrètement? Est-ce à prendre vraiment des statuts, comme vous l'avez évoqué, pour ces joueurs-là? Ou bien, c'est à quel niveau? C'est le joueur lui-même qui doit préparer sa vie après celle de jouer sur le terrain, ou c'est à quel niveau se situe le problème? C'est une très bonne question parce que vous savez, quand vous jouez et puis vous avez de l'argent, c'est bien, tout le monde court derrière vous. Hein. Je prends souvent l'exemple sur Haroun Dendane. Il dit que quand il jouait, il avait plus de combien d'appels par jour? Ça dépassait la centaine. Mais quand il a arrêté, ceux qu'il appelle, ce sont vraiment des personnes qui sont proches. La vie de footballeur aujourd'hui, même ceux qui gagnent des milliards, les jeunes qui gagnent des milliards, s'ils n'utilisent pas bien, ils vont se mordre les doigts. Donc la vie de footballeur, elle est éphémère. Tu peux avoir de l'argent, mais il faut préparer ton départ à partir du moment où tu joues. Ça, c'est personnel. Après, derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui ont servi le pays. Ce sont les ambassadeurs du football, comme moi. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Cette question ne m'incombe pas. Moi, je ne fais pas... on a créé l'association pour aider. Oui. Mais après, je ne suis pas l'État. Il y a tellement de choses à gérer. Normalement, chacun doit préparer individuellement. Mais après, derrière, il faut qu'il y ait des mécanismes pour pouvoir aider ces gens-là. Je ne parle même pas des anciens footballeurs, je parle des anciens internationaux, un ancien international. Aujourd'hui, il a peine à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous pose là, qu'est-ce qu'il faut faire? SOS, est-ce que c'est la solution? Mettre rapidement, cotiser, aller lui donner, est-ce que c'est la solution? Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit là, qui soit suivi. Et cette question, moi, je pense qu'elle me dépasse. Nous, on pose des jalons, on pose des fondements. Après, les gens peuvent s'appuyer sur nous. Mais avant ça, il faut que nous, on soit unis. Et on n'est pas unis. Au niveau des anciens footballeurs, on n'est pas du tout unis. On est séparés, chacun tire dans tous les sens. Chacun reste sur ses privilèges. Mais ce n'est pas ça qui va faire marcher les choses. Imaginez-vous qu'on n'a pas de force, on n'a pas de poids. Même au niveau de la fédération burkinabé de football, est-ce que vous voyez là-bas un ancien qui aujourd'hui s'impose par son aura, par son expérience ou par sa transmission? Il n'y en a pas. Parce que nous ne sommes pas considérés, parce que nous, on ne se considère pas. Tant que nous ne serons pas unis, parler un même langage, on ne pourra pas avoir du poids et on va continuer à nous délaisser comme ça et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Alors, comme on le dit, l'union fait la force. L'union fait la force. Oui. C'est une obligation. On est obligé de s'asseoir, se réunir pour avoir un poids, avoir la force. Ok. Alors, autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la politique actuelle de notre football. Alors, quelle est votre appréciation? Disons, la formation des jeunes joueurs jusqu'à insertion et toute la chaîne, je peux dire. Je peux dire que c'est mieux structuré parce qu'on a eu des résultats. On a eu des résultats. On ne devait pas vice-champion d'Afrique pour rien. Oui. On ne devait pas 3e de la CAN pour rien. Il y a des gens qui ont commencé le travail avant. Il faut les rendre hommage. Moi, si je prends la génération Planète Champion, Pitroaba, Diakité, Tassambido, c'est des gens qui ont fait ce travail avant. Merci encore à Piro et Bonga et à Jacques Yamerou qui ont été les dévanciers, paix à son âme. Jacques Yamerou, paix à son âme. Mais ces gens avaient travaillé. Oui. Donc la politique, c'est ça en fait. C'est la relève. Tous ces joueurs que vous avez vus à la CAN qui ont été vice-champions, on aurait dû même jouer le mondial 2010. Hein. Ces enfants ont été préparés pour jouer le mondial. Nous, c'était ce qui s'est passé en Algérie. Oui. Le match, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est cette politique-là qui, peut-être aujourd'hui, a pris d'autres allures parce qu'il y a d'autres académies qui se sont mis derrière pour produire des joueurs. Nous avons aujourd'hui des joueurs de très bon niveau, de très haut niveau. La Tapsouba de Salitas. Il y a d'autres jeunes que je ne vais pas citer de nom. Mais c'est ça la politique au niveau du football. Il faut créer à la base. Et je pense que ça incombe à la fédération, ils travaillent déjà là-dessus. Je vois qu'il y a toute une structure qui est derrière pour pouvoir produire, continuer et accompagner les jeunes. C'est la seule porte de sortie. Le football, il faut faire des plans. Il faut faire un plan sur 5 ans, sur 10 ans. Il faut faire quelque chose pour pouvoir demain gagner, sinon on ne gagne pas. Et je pense que la politique globale, je ne sais pas si c'est bien mené, mais je sais qu'il y a des pistes qui sont élaborées pour que demain nous puissions avoir une équipe plus compétitive.
parce qu'on est passé à un doigt de remporter la CAN. Je ne sais pas si ça pourra se faire. Parce qu'en 2013, c'était l'occasion. Il faut recréer ce schéma-là, certainement, en mettant l'humain au centre des préoccupations, en mettant la formation au centre de nos préoccupations et en n'oubliant pas les anciens. Oui, c'est ce qui est bien dit. Certes, à l'équipe nationale, on a su quand même s'imposer, si je peux me dire ainsi, sur le plan international. Mais concernant nos clubs, je vois que les clubs peinent vraiment à s'imposer, à avoir disons, à briller sur le plan international. Quand je veux parler des coupes CAF, Ligue des Champions, vraiment, on peine vraiment à avoir... C'est toute une autre histoire, voilà. Mon ami. La Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale, c'est une vitrine. C'est une vitrine. Et aujourd'hui, si vous regardez les joueurs qui composent l'équipe nationale, il n'y a pas beaucoup de joueurs du pays. Est-ce qu'il y a un seul titulaire de l'équipe nationale qui joue au pays, dans notre face au foot? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la politique n'est pas la même. Les moyens mis en œuvre ne sont pas les mêmes. Voilà, l'équipe nationale, donc, on va mettre ça de côté. Maintenant, la structure des clubs. Si vous avez remarqué ces 2-3 dernières années, ce sont des nouveaux clubs, comme ça que je les appelle. Salitas, Raimond, les clubs historiques d'où je viens, EFO, ASFA, RCK, comme vous voulez, Racine Fonctionnaire, ne sont plus à la page, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Donc il y a un problème peut-être conjoncturel et structurel. Avant, nous, on était endossés, quand je dis nous, EFO, ASFA, on était endossés à des personnes qui avaient les moyens, des mécènes qui apportaient de l'argent. Donc l'équipe vivait, on achetait des joueurs, nous on pouvait s'élever à l'acheter Bemba Touré, Koro Bemba, bonjour, Abouakari Abdoulaye, il y avait des noms, il y avait de l'argent. André Zachary Lambeau, grand frère, bonjour, qui se trouve du côté de la Belgique. Donc on avait ces moyens. Aujourd'hui, ces moyens n'existent plus parce que c'est un soit politique ou administratif. Ces hommes ne sont plus là. Il faut changer, il faut évoluer avec ton époque. Il faut se réinventer. J'aime bien ce mot. Raimond, COSAF, ils ont mis des structures en place, ils ont travaillé. Ils sont en train d'avoir aussi aujourd'hui les bénéfices. Mais les anciens clubs ne se sont pas alignés. Ils sont restés dans leur gestion à l'ancienne. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens. Tu n'as pas de moyens dans le football, tu ne vis pas. Donc, ça fait que, pour revenir à votre question, je pense que c'est un niveau de maturité. Il n'y a pas eu de la maturité au niveau des deux équipes que j'ai vues ces 2 dernières années. La maturité, parce que même à notre époque, c'était un peu compliqué quand tu voyages pour aller jouer au Nigeria, au Cameroun ou tout. C'est la galère. Ils sont prêts, ils vous attendent, ils vous mettent des bâtons dans la rue. Il faut gagner là-bas, parce qu'au retour, ça se complique. Donc il y a la gestion aussi de ces matchs en aller et en retour. Et étoffer l'effectif qu'il faut. C'est tout un mécanisme. C'est pour ça peut-être qu'on ne réussit pas. Il faut prendre le temps de planifier ça. Même sortir en campagne africaine, ça se planifie. Voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Ok. Alors, M. Dossama, notre émission tire vers sa fin. Mais avant de nous quitter, j'aimerais que si vous avez un message à donner à l'endroit de nos dirigeants par rapport à ces anciens joueurs qui peinent à joindre les deux bouts, et aussi pour nos jeunes joueurs qui sont toujours en activité, pour qu'ils puissent vraiment préparer la vie d'après celle footballistique. Je vais commencer par les jeunes joueurs. Veiller à être encadrés et bien encadrés. À l'époque, nous, on jouait, on n'avait pratiquement même pas de manager. C'est quelqu'un qui t'aidait, qui te trouvait dans les années 90-2000. Aujourd'hui, un joueur qui a de la valeur a un staff derrière lui, staff managérial, qui gère sa carrière, sa diététique, tout ce qui va avec. Donc, prenez le temps de vous faire bien conseiller et surtout utilisez bien l'argent que vous allez gagner. Parce que si tu as 1 million, tu enlèves 5 francs, ce n'est plus 1 million. Et il faut faire travailler votre argent. Voilà, moi je mets à disposition ma structure pour les gens qui seraient intéressés pour pouvoir accompagner ces jeunes joueurs-là en termes de visibilité, en termes de mental training, en termes d'hygiène de vie et en termes d'accompagnement. Maintenant, quant aux dirigeants actuels, on ne peut pas leur dire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont payés pour ça en fait. Quand tu es payé pour faire un travail, il faut que tu fasses une large concertation
pour pouvoir chercher les moyens, des voies et moyens pour accompagner. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose pour qu'on nous accompagne? Quand je dis nous, les anciens footballeurs. Sur quoi nous allons nous baser pour qu'on nous accompagne? Je laisse les anciens footballeurs, je viens aux anciens, même les anciens internationaux. Qu'est-ce que nous offrons? Est-ce qu'il y a une plateforme? Est-ce qu'il y a une visibilité? On va aider qui? Donc, il y a ce travail-là. Je suis sûr que ça les interpelle, puisque quand il y a un cas qui vient, on a vu des cas, hein, Toussaint notamment, on a vu d'autres cas, c'est isolé. Mais il y a d'autres qui sont en train de souffrir plus que ça. Effectivement. Voilà. Donc, ces dirigeants, ils savent. Je suis sûr qu'ils vont prendre des mesures. Mais avant ça, il faut que nous, on s'organise. Donc, je reviens aux anciens. La personne, le chasseur, il ne va jamais faire l'éloge du lion. Hein. Oui. Il fait toujours l'éloge du chasseur. Si nous, on ne reprend pas les choses en main, si nous, on ne s'entend pas, si nous, on ne se réunit pas, il y a des gens qui aiment la cacophonie. Hein. Quand il y a la pagaille, c'est facile de laisser aller. Mais quand on est organisé, on fait peur. Et quand tu fais peur, on t'écoute. Voilà ce que je pouvais dire. D'accord. On espère que votre message sera entendu. Et on vous remercie une fois de plus. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à ma modeste personne et d'avoir fait l'honneur de venir partager avec moi ici mon vécu et ce que j'ai pu avoir dans le football. Parce que le football m'a tout donné. Formidable. Ok, merci. C'est tout pour votre émission. Je recevais pour vous Dossama Madou, ex-sociétaire de l'Étoile finale de Ouagadougou et un ancien défenseur de l'équipe nationale. Au revoir et à bientôt.